Alors, ça tourne. Alors, donc ouais, ça a l'air de tourner. 8. Allez. Alors, les commentaires sont où? 13, 17. Ben, bonsoir au premier. Alors, c'est qui le premier ce soir? Daniel Bourcillon. 17. On va laisser monter un peu. Bonsoir à tous. Hein, on va commencer, ben, tout dépendra de la vitesse à laquelle ça monte. Si c'est comme la dernière fois, on commencera autour de 100 personnes. Bonsoir Rudy. Bonsoir Alex. Bon, bah, on voit qu'elle est fidèle là. Bien aussi, bon, ça va. 45 déjà. Bonsoir Guy. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est Julien ou Guy. Mais bon. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Vévé. Alors, nous sommes 54 déjà. Ouais, le lien, le live sera mis sur YouTube ce soir ou demain matin. Donc il sera disponible avec les autres hein, sur la page habituelle. Bonsoir. Et de toute façon, il restera sur notre page aussi. Je vais bientôt devenir membre, mais on accueille tout le monde à bras ouverts. Bonsoir Fabien. 73, eh ben dites donc. Commencé depuis 4 minutes. C'est super sympa, ça les gens attendent. Live. 78. Salut Chris. Des nouveaux goodies pour 2022. Oh, peut-être. Il va falloir nous dire ce que vous voulez comme goodies aussi. Hein. Bonsoir Michael. Fidèle. 96, encore 4 et on commence. Bonsoir Daniel. Allez. Oh, 102. Allez, c'est parti. Bon, et ben, bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Hein. Et puis, ben, bienvenue sur la page de la FFDM. 19h05, 100 personnes passées, ben, c'est génial parce qu'au moins on se rend compte que les gens nous suivent et nous soutiennent. Vraiment, ça fait plaisir. Alors, bon, ben, ce soir, live de rentrée. Bon, c'est vrai, pour la rentrée scolaire, c'est un peu tard, mais on dira que c'est la rentrée de la FFDM. Alors, comme d'habitude, les consignes, on ne va pas dépasser 1 heure. Je sais bien, c'est difficile de ne pas dépasser 1 heure. Parce que, ben, dernière fois, j'ai arrêté au bout d'1h20, on était encore 140 en ligne. Mais bon, on ne peut pas dépasser parce qu'il y a des gens qui regardent en replay. Et quand on regarde un truc en replay, on est tous pareils. On commence, on se dit, waouh, 1h20, ça calme. Donc on essaiera de faire 1 heure pour 20h, 20h10, là, on coupera. Comme d'hab aussi, mes petits camarades du CA me donneront un petit coup de main pour répondre aux questions pendant que je parlerai. Ils assureront aussi la modération, hein, parce que bon, j'ai vu que sur certains groupes, on va dire pas trop pro UDM, on avait déjà diffusé que ce soir il y avait un live ici, donc on ne sait jamais.
petite info à l'arrache intéressante, à la date d'aujourd'hui, on est 2348 exactement à avoir rejoint la fédération. Presque 2350 personnes. Jamais, jamais, jamais les UDM français sont parvenus à se regrouper avec autant d'intensité, avec autant de force. Parce qu'il faut bien se dire que bon, 2400 personnes, ça fait du monde, mais 100 000 UDM, parce qu'on est 100, 120 000, ça fait du monde aussi. C'est une force, ça. Vous y ajoutez les familles, vous y ajoutez les amis. Bon, en période électorale, c'est pas négligeable. J'en dirai pas plus, on saura tous quoi faire. Alors, pour le déroulement du live de ce soir, je vais vous reparler de la QPC, la question prioritaire de constitutionnalité. Bon, vous savez qu'elle a été bloquée par le Conseil d'État, hein, notre QPC. Je vais vous en parler quand même parce que bon, il faut que c'est un petit peu compliqué, donc les gens doivent savoir ce qui s'est passé. Donc, première étape, la QPC avec les explications. Après, je vous parlerai des actions en cours. Je vous parlerai des actions prévues. Et puis, je répondrai surtout à vos questions. Entre chaque partie, je ferai une pause pour les questions. Alors, au niveau des lives, le dernier, ça remonte au 9 juin. C'était celui dans lequel je vous annonçais l'action ultime. L'action ultime, c'était la QPC. Pourquoi on l'avait baptisé d'ultime? Tout simplement parce qu'il s'agissait d'interroger le Conseil constitutionnel pour savoir si les textes de loi appliqués à la détection de métaux étaient conformes à la Constitution française. Bon, il va de soi qu'on posait la question, mais pour nos conseils et nous-mêmes, si on a posé la question, c'est que nous, on pense qu'ils sont conformes, mais c'est pas l'avis de tout le monde. Ou pas conformes, Donc, on a demandé cette vérification à l'échelon le plus haut, à savoir le Conseil constitutionnel. Le souci, c'est que c'est l'échelon vraiment tout en haut, et on ne peut pas s'adresser directement à ce Conseil constitutionnel. Il y a des filtres. Alors, les filtres sont des gens qui décident si ça vaut le coup ou non de déranger les pontes du Conseil constitutionnel pour telle ou telle question. Alors, on les dérange-t-il pour ça, on les dérange-t-il pas? Bon, ils étudient le problème. Alors, les filtres, ils sont deux, il y a deux portes. Il y a le filtre Conseil d'État, ça c'est pour tout ce qui est juridiction administrative. C'est ce qu'on avait fait nous. La FFDM s'est adressée donc au Conseil d'État. Et pour l'autre porte, c'est la Cour de cassation qui, elle, est là pour les juridictions pénales. D'ailleurs, quelqu'un vient de passer par la Cour de cassation pour, justement, lui aussi, pour déposer une QPC. Et la Cour de cassation, tout comme le Conseil d'État, n'a pas accepté de transmettre au Conseil constitutionnel. Alors, pourquoi elle n'a pas transmis? Faut savoir que il y a trois conditions pour qu'une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité, soit recevable. Alors, la première condition, c'est que la question doit porter sur ce qu'on appelle une disposition législative, quelque chose de la loi. La QPC de la FFDM, elle est déposée pour faire suite à la demande d'abrogation de la fameuse circulaire, on en reparlera, de la DACG. Les dispositions contestées sont dans la loi parce que les articles contestés, ils sont tous issus de la loi de 2016. Donc il est bien clair qu'il était impossible au Conseil d'État de nous dire que nous ne remplissions pas la condition 1. Donc celle-là, on la remplit. Après, il y a une deuxième condition, c'est que les textes contestés, la question posée, n'aient pas été déjà déclarés conformes à la Constitution. Alors en gros, il ne faut pas que le Conseil constitutionnel ait déjà eu ça sur son bureau, et puis il ait déjà dit, si, ça c'est conforme. Bon, il va de soi que si on a posé la question, c'est que la question n'avait jamais été posée. Ce qui veut donc dire que là,
on est dans les clous aussi, la condition 2 était respectée. Pourquoi la QPC n'a pas été acceptée? Pourquoi elle n'a pas été transmise? Parce qu'on ne remplit pas la condition 3. Alors la condition 3, accrochez-vous bien, elle est on ne peut plus subjective. La condition 3, c'est que la question doit avoir, la question posée au Conseil constitutionnel, doit avoir un caractère sérieux. Rien n'est plus subjectif que de déterminer si quelque chose est sérieux ou pas sérieux. Certaines choses sont très sérieuses pour moi, le sont moins pour les autres, et vice-versa. Donc pour eux, condition 1 c'est bon, condition 2 c'est bon, condition 3, caractère sérieux, ah ben non c'est pas bon, votre truc il n'est pas sérieux, on ne transmet pas. On a beau penser que c'est léger, c'est comme ça. Enfin ils se sont quand même justifiés. Notre question n'est pas sérieuse parce que les textes actuels, les fameux articles, ceux pour lesquels on les a interrogés, dont le 542.1, le 544.1, tous ces articles qui encadrent l'ADN, tous ces articles-là ont été pris dans l'intérêt général de préservation du patrimoine archéologique, historique et artistique. Visiblement, ils n'ont pas compris que dans la réalité, c'est l'inverse qui se produit. Même si leur truc part d'une très bonne intention, parce qu'il faut protéger le patrimoine, c'est une évidence, c'est le bien commun. La loi actuelle empêche 100 000 UDM d'apporter, on va dire, un coup de main, de sauver ce qui est dans la couche de labour, la fameuse couche de labour, 30 cm, c'est plus, 30 cm, si on ne le fait pas, personne ne le fera. Et on sait tous, parce qu'on sait tous que les artefacts, ils sont complètement broyés, ils sont corrodés, ils sont tout ce qu'on veut. Donc là, on ne peut pas les sauver. Mais malgré tout, il ne faut pas rêver. On sait tous que les UDM ramassent des artefacts, même si, voilà. Résultat des courses, comme on ne peut pas non plus déclarer, les artefacts sont soit broyés, soit pour l'instant non déclarés. L'intérêt de la préservation du patrimoine archéologique, non, ça ne le fait pas du tout. C'est contre-productif. Ce qu'il faut, c'est légaliser la détection de loisirs et autoriser les gens à déclarer, comme ça se fait ailleurs. Donc, pour eux, les textes ont été pris dans l'intérêt de la préservation générale du patrimoine. Donc, déjà, ce n'est pas sérieux. Ensuite, pour eux, les textes, ils n'interdisent pas la détection de métaux. Mais ils se limitent à imposer une autorisation préfectorale. Mais bon. Ils ont oublié de dire que cette autorisation préfectorale, il est quasiment impossible de l'avoir. Si vous n'êtes pas archéo, si vous n'avez pas un projet scientifique, si vous faites de la détection de loisirs, il y a une kyrielle d'UDM qui ont demandé des autorisations, ils n'ont pas eu d'autorisation. Donc, effectivement, pour eux, les textes n'interdisent pas, mais dans les faits, ils interdisent. Donc, pour nous, évidemment, le sérieux, il était là aussi. Mais pour eux, c'est pas sérieux. Ensuite, on avait demandé que le Conseil constitutionnel précise ce qu'il fallait entendre par fouille archéologique. Parce que pour nous, creuser à 15 cm dans un champ labouré depuis des siècles, c'est pas une fouille archéologique. Par contre, l'UDM qui passe au tribunal, lui, il est bien condamné pour exécution de fouilles archéologiques sans autorisation. Parce qu'avec sa petite pelle, il a creusé 15 cm dans un champ qui est labouré à 60 cm tous les ans. Donc, pour nous, une fouille archéologique, je ne sais pas, ça nécessite un protocole, ça nécessite des actions avant, ça nécessite des actions pendant, je ne sais pas, moi, la préservation de la stratigraphie, ou je ne sais quoi, je ne suis pas archéo. Après, ça nécessite un rapport. Tout ça, c'est des fouilles archéologiques. Mais creuser 15 cm avec une pelle dans un champ, c'est pas une fouille archéologique. Donc pour eux, la définition de la fouille archéologique est parfaitement claire.
Pour nous, elle ne l'est pas. Hein. C'est pas clair du tout. Ou on fait des fouilles dignes de ce nom, avec un protocole, où on promène son détecteur et sa petite pelle de 12 cm, et on creuse quand ça sonne. Mais ça, c'est pas une fouille archéologique. En conclusion, on peut dire que nos conseils, nos avocats, hein, pensent que le Conseil d'État a dépassé son rôle de juge administratif en interprétant lui-même la loi, alors que théoriquement, c'est le Conseil constitutionnel qui doit interpréter la loi. Il est le seul à pouvoir le faire. Alors d'après les avocats, le Conseil d'État a interprété la loi en précisant lui-même la notion, ce qu'est un bien archéologique mobilier. Alors que c'est le Conseil d'État qui aurait dû le faire. Le Conseil constitutionnel qui aurait dû le faire. Ils l'ont fait eux-mêmes, sans transmettre. Donc du coup, ça n'a pas de valeur. Après, le fait que le Conseil d'État ait refusé de transmettre la QPC de la FFDM, et une autre d'ailleurs aussi, ça ne veut pas dire que les dispositions contestées sont conformes à la Constitution. Puisque seul le Conseil constitutionnel était qualifié pour le dire, et il n'a pas vu notre question, et il n'a pas étudié notre copie. Donc, on est toujours au même point. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, la FFDM, tout comme n'importe quel avocat d'un UDM qui passera au tribunal pour avoir promené son détecteur, pourra de nouveau déposer une QPC. Puisqu'elle n'a pas été déposée, on peut en redéposer autant qu'on veut. Franchement, moi je pense que même pour les antidétections, il aurait mieux valu que le Conseil d'État transmette au Conseil constitutionnel cette QPC. Au moins les choses auraient été éclaircies. Là, on est toujours au même point. Nous, on va toujours dire que c'est pas clair, et eux vont dire que c'est clair. Donc, on n'avance pas. Fallait transmettre, mais enfin bon. On n'y peut rien, parce que contre une décision du Conseil d'État, on n'y peut rien. La décision est souveraine, il n'y a pas de recours. Au moins au niveau national. Parce que le point positif dans tout ça, c'est que ça nous donne des arguments pour passer à l'échelon européen. On peut même saisir, hein, d'après la dernière étude de nos conseils, on peut même saisir le Conseil européen des droits de l'homme, j'expliquerai après pourquoi, et on peut aussi saisir, ça a déjà été fait, mais on peut de nouveau saisir la Commission européenne. Hein, la Commission européenne, c'est celle qui est chargée de faire respecter les traités. Donc, ils n'ont pas transmis notre QPC, mais bon, tant pis, on continue. Alors ça, c'est pour la QPC. Alors je sais, c'est un petit peu compliqué la QPC, mais bon, fallait quand même que vous sachiez pourquoi elle n'a pas été transmise. Alors, y a-t-il des questions? Lorsque vous détectez dans un champ, vous êtes sur une propriété privée. Aucune différence avec le fait d'être en jardin d'un tiers ou le vôtre, c'est vrai. Du moment où vous avez l'autorisation, aucun gendarme n'a le droit d'entrer. Alors, affichez la suite. D'entrer dans la propriété pour. Eh bien, si tous les gendarmes peuvent, constatation d'une infraction, le gendarme peut entrer. Il faut faire une différence entre justement un jardin clôturé mitoyen à une maison, qui là est vraiment considéré comme un domicile. Donc là, effectivement, le gendarme ne peut pas y entrer, sauf avec votre assentiment express, ou sauf s'il est en flagrant délit. Donc là, chez vous, il peut entrer. Par contre, dans un champ, non, le gendarme peut entrer. Il n'y a pas de. C'est exactement comme le type qui est en train de chasser et que le garde-chasse va le rejoindre au milieu du champ de betterave pour le contrôler. Il n'y a pas de souci. Donc si, le gendarme peut venir vous contrôler. Alors, je sais bien, on lit toujours le contraire. Hein. Bon, là, pour le coup, ceux qui savent mon ancien métier savent que je sais ce que je dis en la matière. Alors, si on est au même point, comment peut-on être entendu par le Conseil?
Mais on ne sera pas entendu par le Conseil d'État, parce que de toute façon, à moins que ce soit par le Conseil constitutionnel, ben on ne sera pas entendu par le Conseil constitutionnel, dans la mesure où le Conseil d'État a refusé de transmettre, et la Cour de cassation a refusé de transmettre aussi la QPC qui était déposée suite à une juridiction pénale. Donc non, il y a vraiment un filtre. Cour de cassation, Conseil d'État, barrage, on ne va pas de l'autre côté, sauf si ils décident qu'on peut aller au Conseil constitutionnel. Mais ce n'est pas gênant, parce que cette fois-ci, ça a été refusé. Ben, on remet ça. Il faut bien se dire que les magistrats du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, pardon, et de la Cour de cassation, ben, eux aussi, ils tournent, hein, c'est pas toujours les mêmes. Hein. Donc la fois d'après, on n'aura peut-être plus de chance. Alors, non, ça marche très bien, la connexion, bon, ça c'est pas moi. Alors, faudrait-il une juridicence pour les 15 cm de labour? Bah non, 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 il n'y a pas de jurisprudence pour ça, hélas. Ah, il y en a qui trouvaient que ça marchait pas, c'est bizarre ça. Et pourtant ici ça tourne impec. Comme en Angleterre, monsieur le civisme est le même. Là aussi, c'est une légende, ça. Il n'y a pas d'histoire, les Anglais, les Français, les Belges et tout ce qu'on veut. C'est une histoire de personnalité, ça. Vous avez des gens bien partout, vous avez des gens moins bien partout. Euh, non, non, c'est pas du tout une histoire d'être français ou pas français. Vous savez, en Angleterre, il y a des gens qui déclarent pas non plus, hein. Mais il y en a qui déclarent. Chez nous, si on a un truc, ce serait pareil. Punir les pilleurs qui salissent notre image. Eh ben ouais, ça il faut le faire, mais c'est pas notre job. Ça fait partie des missions régaliennes de l'État, hein. Hein, le contrôle de l'application des textes, et puis, on va dire, l'infraction, la sanction, ça c'est l'État qui est derrière, c'est pas nous. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions? Bonsoir Fabrice, j'avais pas vu que tu étais là. Ah, on croit en nous, bah oui, bah on fait ce qu'il faut, hein, mais bon. En cas de grosse découverte, ce qui est rare, 99% des UDM le signaleront. Bah, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non, parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, non, parce que bon, j'ai des éléments pour dire que non. Hein, il y a des gens qui trouvent et ils sont bien bien ennuyés parce que ils ont envie de déclarer, mais ils savent que s'ils déclarent, ils vont passer la trappe. Hein, donc la seule solution, il n'y en a pas 36, hein, c'est de tout remettre dedans, en espérant que quelqu'un d'autre va pas, ou de ne pas sortir, ce qui est beaucoup mieux. Oh, faire des demandes de QPC pour chaque adhérent, voilà. Une QPC, c'est des semaines de travail, pour pas dire des mois. Hein. Faut pas, c'est pas une malheureuse feuille, hein, c'est plutôt un bouquin, quoi. Mais en quoi est-ce une autorisation si vous avez l'autorisation? Eh bien, tout simplement parce que la détection de loisirs n'est pas autorisée actuellement en France. Quand la loi 89-900 est passée en 89, elle a été adoptée parce qu'elle laissait une place à la détection de loisirs. C'est marqué clairement ça dans les discussions qui ont précédé l'adoption de la loi. Le souci, c'est que depuis ça a été oublié. Vous avez notamment eu la fameuse circulaire, hein, celle dont on a demandé l'abrogation, qui dit que la détection de loisirs n'a pas de fondement légal, que c'est une chasse au trésor. Donc pour eux, à partir du moment où vous sortez votre détecteur, eh ben vous êtes en infraction, même si vous avez l'autorisation du propriétaire. Alors, où a-t-on le droit de détecter exactement? Ah bah, c'est simple. On peut détecter si on n'est pas en train de détecter dans le cadre du 542.1. Alors, autrement dit, si vous ne faites pas de recherche archéologique, historique ou artistique, théoriquement, vous pouvez détecter. Mais ça, c'est la théorie. Parce qu'en réalité, pour eux, si vous sortez l'EDM, vous êtes en train de faire des recherches archéologiques. Aujourd'hui, la FFDM le dit assez souvent, pour détecter, sans être ennuyé, si tout va bien, hein, il vous faut un motif légal.
Il faut que vous cherchiez, je ne sais pas moi, des clés, un bijou, une pièce agricole. Donc là, vous êtes en train de rechercher ça. C'est mieux d'avoir un écrit, parce qu'ils vont encore dire que ce n'est pas vrai. Vous êtes en train de rechercher ça, vous pouvez faire des recherches de biens familiales, quelqu'un dont le grand-père a enterré un truc dans le jardin, vous avez le droit de le chercher. Vous pouvez faire un rallye, puisque là, vous cherchez des jetons qui ont été dissimulés par l'organisateur du rallye, donc là, vous pouvez faire un rallye. Vous pouvez faire de la dépollution aussi, hein, parce que vous êtes en train de ramasser les morceaux de ferraille ou d'aluminium qui vont démolir les tracteurs ou être ingérés par les animaux. Donc ça n'entre pas dans le cadre du 542.1. Mais c'est bien à vous de prouver que c'est ça que vous êtes en train de faire et pas autre chose. Parce que si vous êtes en train de faire autre chose, vous allez être ennuyé. Alors certains me disent, bah non, moi je fais ça depuis 15 ans, je ne suis pas ennuyé. Bon, ben oui. Il faut bien se dire que la France c'est grand, hein, on va faire 650 000 km². La France c'est grand. Il faut bien se dire que dans certaines régions, les services de gendarmerie ou de drague, tout ça, sont beaucoup moins à cheval ou sensibilisés sur tout ça que dans d'autres. Mais des régions comme PACA, des régions comme l'Est, des régions comme les Pays de Loire, bon, vous avez intérêt d'être clean, hyper clean, parce que vous allez être ennuyé. Il y a bien des gens qui sont passés au tribunal, alors qu'ils détectaient avec l'autorisation du propriétaire. Ben non, pas suffisant. Parce que la détection de loisirs, tant que la FFDM n'aura pas réussi à faire abroger la fameuse circulaire, ben la détection de loisirs, non. Alors, a-t-on le droit de faire de la détection sur la plage sans être inquiété? Alors, bon, les plages, sur les plages, la réglementation est la même qu'ailleurs, la détection de loisirs, elle est théoriquement interdite. Par contre, sur une plage, vous cherchez des objets récents, puisque souvent, sur une plage, on y recherche des bijoux, on y recherche des euros, on fait de la dépollution, parce que c'est plus que nécessaire sur certaines plages, hélas. Donc là, on ne peut pas vous ennuyer. Par contre, il vous faut vous rapprocher impérativement de la mairie du lieu pour savoir si c'est légal, sur cette plage-là. Après, il faut savoir qu'il y a aussi des plages qui sont classées sites archéologiques, toutes les plages du débarquement, hein, ou alors même archéologiques plus anciens que ça, hein, je pense à la dune du Pilat par exemple. Donc, renseignez-vous. Alors la QPC, au niveau du prix, nous la QPC c'était un pack, on va dire, avec l'abrogation de la circulaire. Alors l'abrogation de la circulaire et la QPC c'était 10 000. Bah oui. Ah, plus de 2000, ah bah oui, largement plus de 2000, ouais. Le problème n'est-il pas générationnel? Les anciens archéologues n'hésitent pas à garder la main sur leur activité. Quand on sait le salaire d'un archéologue avec autant d'années d'études, on comprend sa frustration. Ben, je ne sais pas, je ne suis pas archéologue, moi je ne sais pas pourquoi ils sont contre les UDM. Mais bon, là aussi, il faut faire très très attention parce que vous avez des archéologues qui n'ont rien contre nous, vous avez des archéologues pro-UDM, vous avez des archéologues qui ont compris l'utilité des UDM, qui ont compris que on n'était pas tous des pilleurs. Hein. D'ailleurs, tiens, je peux revenir sur les pilleurs parce qu'on essaie de faire croire que les UDM sont des pilleurs, qu'il y a des pillages en veux-tu, en voilà. Mais quand on consulte les statistiques officielles du ministère de la Justice, on se rend compte que sur 5 ans, les 5 dernières, il y a eu 200 procédures pour dégradation ou destruction de biens archéologiques. 200. Sur les mêmes 5 ans, il y a eu 120 condamnations. Mais là-dedans, il n'y a pas que des UDM. 120 condamnations. Il y a aussi des UDM, c'est évident. Mais il n'y a pas que des UDM. Mais même 120 condamnations sur 5 ans, ça fait 40 condamnations par an. Considérons même que ça soit que des UDM. Ce n'est pas le cas. Mais 40 condamnations par an pour 100 000 UDM, faites la division. Et mettez ça en rapport au nombre de permis de conduire et au nombre d'infractions. Voilà. Donc, qu'on ne nous dise pas qu'on est tous des pilleurs, qu'il y a du pillage. Non, ce qui se passe, c'est que quand il y a un pillage, c'est médiatiser un maximum pour faire rentrer dans la tête des gens
qu'il y a beaucoup de pillages. Mais en réalité, il n'y en a pas beaucoup. Alors s'il y a des archéologues qui regardent, ils sont en train de taper sur leur table, là. Mais c'est comme ça. Quand on voit 200 procédures en 5 ans, c'est rien du tout, vu le nombre d'UDM. Et en plus, c'est pas que les UDM. Voilà. Alors justement, ben ouais, j'ai lu ça pour le rallye de Provence, la DRAC, tatata. Ben moi, je vais vous dire, ils n'avaient même pas à demander l'autorisation à la DRAC pour le rallye de Provence. Puisqu'un rallye, c'est un jeu. Ça n'est pas un rassemblement non plus de plus de 5000 personnes, donc il n'y a pas d'autorisation à demander. Il faut simplement faire une déclaration, à la mairie, hein, je ne sais plus si c'est 1 mois ou 2 mois avant, pour que le maire prenne les dispositions au niveau de la sécurité du public. Mais bon, il n'y avait pas de... Parce que si vous faites une demande à la DRAC, ben, d'entrée, ça veut dire que vous avez l'intention de chercher des trucs archéologiques. Sinon, vous n'adressez pas à la DRAC. Si vous voulez acheter des fruits, vous n'allez pas chez le boucher. Et bien là, c'est pareil. Vous adressez à la DRAC, c'est que vous allez faire des trucs archéologiques. Ben, les mecs, ils font leur boulot et disent non. Voilà. Un rallye ne nécessite pas d'autorisation de la DRAC. Mais si vous leur demandez, ben, voilà, tout faux. A-t-on le droit de détecter sur la Lune? Bon, ouais, il n'y a pas de DRAC là-bas, pas encore. Je ne sais pas ce qu'il y a à trouver, mais il n'y a pas encore de DRAC. Alors, il faut bien se dire que les archéologues qui n'ont rien contre nous, on ne va même pas dire qu'ils sont pro-UDM, qui n'ont rien contre nous, et là aussi j'ai eu des contacts, hésitent, et hésiter c'est un petit mot, hésitent à s'afficher pro-UDM ou même pas anti-UDM. Parce que dans le monde archéologique, le fait d'être pro-UDM, c'est pas trop bien vu. C'est pas trop bien vu des instances dirigeantes. Alors, les archéos, c'est des types qui ont fait des quantités d'études. Ils sont nombreux à avoir fait ces études. Seulement, les places sont chères. Donc, dans leur intérêt personnel, ils ne vont pas aller se griller en disant « Ouais, moi, je suis pour les UDM ». Ah non, le mec qui dit ça, déjà, sa carrière, clac, clac. Donc, pour l'instant, tant que les responsables sont anti-UDM, même les archéos qui sont pour, ou au moins pas contre, bah, osent pas trop parler. Et ce que je vous dis là, ça m'a été confirmé par un archéo et pas par n'importe qui, un type qui est connu. Après, comme tu suggérais, Marc, il faut poursuivre le dépôt de l'accusé. Bah, il faut de la patience, et bien évidemment qu'il faut de la patience, mais on en a. Et tant que les UDM nous suivront, hein, tant que les UDM nous soutiendront, moi je vois que j'ai 170 personnes là, tant que les UDM, bah, il faut être carré aussi, hein, nous donneront leurs 15 euros, puisque ça s'en fait rien, et ben nous on tiendra et on mènera les actions qu'il faut pour réussir. Tant que vous serez là, on bossera. En gros, on achète un et personne ne vous dit les lois lors de votre achat. Bah si, théoriquement, dans le paquet, dans la boîte de l'UDM, il y a des mentions obligatoires, hein, et il est clairement indiqué qu'on ne peut pas faire de recherche archéologique, tatata, tatata. Bah oui, une boutique, son boulot, c'est aussi de vendre, quoi, hein. Que risque-t-on si on détecte sans autorisation en forêt? Je rigole. Eh ben, c'est sans autorisation en forêt comme ailleurs, si la DRAC vous tombe dessus, ou si même le propriétaire, souvent une forêt c'est domanial, ça appartient à l'État, donc bah, c'est tout faux parce qu'ils ne vont pas vous rater, quoi. Il faut bien se dire qu'il n'y a pas d'histoire d'autorisation. La détection de loisirs, pour l'instant, c'est interdit. Hein, voilà. Vous avez le droit d'utiliser votre détecteur de métaux. L'usage n'est pas interdit. Mais pour rechercher des objets récents, pour dépolluer, pour faire un rallye, pour rechercher la cassette du grand-père qu'il a enterrée dans le jardin, oui.
Mais pour aller faire de la détection de loisirs, ce que tout le monde voudrait faire, ce que font les Anglais, hein, les Néerlandais, bah, chez nous pour l'instant, ça craint. Hein, ça craint, tant qu'on n'aura pas fait sauter la circulaire, ça craint. Alors, devrait-on pas... Mais c'est pas à nous de réprimander le marché noir de monnaie, tout ça. Il y a l'État. C'est leur boulot. Je sais pas moi, mais vu le nombre de... Parce que bon, il faut être clair, hein, des trucs anciens, il y en a sur le Bon Coin, il y en a sur eBay, bah, il se passe rien. Ou alors, on sait pas quoi. Ouais, alors avoir un contrat de recherche avec le propriétaire, je vais mettre un bémol, c'est pas un contrat, c'est un protocole. Parce qu'il faut surtout qu'il n'y ait pas d'échange, parce que vous pouvez être verbalisé, ça semble totalement stupide, mais c'est comme ça, vous pouvez être verbalisé pour travail illégal. Eh oui. Hein, parce que c'est comme si l'agriculteur vous avait demandé de faire quelque chose, de rechercher par exemple son objet qu'il a perdu ou de dépolluer, et vous le faites. Si vous lui donnez quelque chose, ou s'il vous donne quelque chose, ben là il y a un échange, c'est du travail illégal. Donc, on ne fait pas un contrat, on rédige un protocole dans lequel il est clairement marqué que c'est bénévole et que vous n'aurez rien en échange. Il faut faire très très attention à ça. Ils abusent, trouver une monnaie par-ci par-là, c'est pas. Ben oui, non seulement c'est pas détruire l'histoire de France, mais c'est surtout sauver la monnaie. Sauver la monnaie. Il y a des études qui ont été faites qui prouvent que des objets sortis de terre en 1870 sont encore dans un état relativement correct. Les mêmes objets sortis de terre, là récemment, du même endroit, sont fichus. Ce qui veut donc dire que entre 1870 et maintenant, 130 ans ou 150 ans, les objets ont subi de fortes dégradations. Alors que pendant les 15 siècles avant, si on veut parler d'objets, je ne sais pas moi, romains, eh ben, il n'y avait rien eu ou il y a eu moins. Donc c'est bien durant les 150 dernières années que ça a été démoli. Pourquoi ça a été démoli? Ben, tout simplement parce que l'agriculture, elle ne bosse plus du tout pareil. Hein. Maintenant, vous avez un champ et le matin, c'est du labour, l'après-midi, c'est du sable, hein, tellement ils ont lissé, tout ce qu'il y avait dedans, c'est broyé. Avant, l'engrais, c'était du fumier. Moi, je ne vais pas dire que le fumier, c'est bon pour les métaux, c'est pas bon non plus. Hein. Mais c'était que du fumier, maintenant, c'est des produits chimiques. Euh, il y a les pluies acides, ça a été prouvé aussi. Les pluies acides attaquent les métaux cuivreux. On sait que les artefacts sont en métal cuivreux bien souvent. Donc, il y a même des études dans les pays du Nord qui disent qu'il serait peut-être plus judicieux d'enlever les artefacts que de les laisser sur place. Parce que de toute façon, ils seront fichus. Alors les archéos qui nous disent, les archéos anti-UDM, ils nous disent qu'on va enlever des témoins et que lorsqu'ils vont faire une fouille, il n'y aura plus rien. Mais je ne sais pas, mais de toute façon, il n'y aura plus rien. Puisque tout va être broyé, détruit, fondu avec les pluies acides, tout ce que vous voulez. Il n'y aura plus rien. Donc ça ne sert à rien de dire tout doit rester là pour quand on va faire notre petite fouille pour pouvoir dater. Non, déjà pour dater, maintenant il y a d'autres procédés. Vous savez bien que moi, je n'y connais rien en archéologie. Et de toute façon, si les UDM ramassent l'objet, le localisent correctement, comme ça se fait à l'étranger, et le déclarent, même si vous faites votre fouille dans 150 ans, on saura qu'à tel endroit, il y avait telle monnaie et telle fibule. Tandis que si on ne l'a pas ramassé, eh ben, vous ne saurez pas qu'il y avait ça, parce que ça n'y sera plus. Donc même votre histoire de témoin pour les fous, ça ne fonctionne pas. L'archéologie est aussi responsable en dénigrant les UDM. Ouais. J'y reviens, hein, pas tous les archéologues surtout, hein, il ne faut pas tout mettre dans le même sac. Hein. Alors,
Ouais, il sera en replay de toute façon sur YouTube ou même sur la page, il restera le live. Ah ben évidemment, hein, si vous êtes en train de rechercher un objet avec motif légal, hein, vous avez un protocole, vous avez tout ce qu'il faut. Si vous trouvez un truc qui peut intéresser l'histoire ou l'archéologie, il vous faut le déclarer. C'est une évidence. C'est une évidence. Profitons des élections présidentielles pour se faire entendre. Mais bien sûr, mais bien sûr. C'est bien pour ça que dans mon intro, j'ai fait remarquer que 100 000 UDM, plus les familles, plus les amis, ça faisait du monde. Eh bien ouais, je suis bien d'accord. On ne comprend pas pourquoi, quand on tape dans les 20 ou 30 centimètres max, on nous ennuie. Bah oui, bah oui. Hein, parce que de toute façon, c'est démoli. De toute façon, s'ils font une fouille, ils vont décaper bien souvent à 50 centimètres mini. Bon, parfois, le décapage est passé au détecteur, mais même pas toujours, ou même rarement. En plus de ça, il faut savoir que en France, chaque année, 60 000 hectares sont, comment ils appellent ça, artificialisés. Ça veut dire que 60 000 hectares de terres agricoles, chaque année, sont bétonnés hein, par des supermarchés, des maisons, des lotissements, tout ce que vous voulez. Et sur ces 60 000 hectares, même pas 10% font l'objet de fouilles. Enfin, d'un diagnostic. Même pas 10% font l'objet d'un diagnostic. Vous vous rendez compte, il y a 90% des 60 000 hectares qui ne voient pas passer un archéo avant d'être bétonnés. Et nous, on va nous dire, bah oui, dans les 30 centimètres, vous pouvez abîmer ci, abîmer là. Attendez, de toute façon, ça va être bétonné ou détruit. Donc, au contraire, regardez un petit peu au Royaume-Uni, hein, 1 500 000 objets de déclarés en 20 ans. Eh ben ouais, quand on trouve une pièce de tracteur agricole et qu'on a une bouteille de vin, est-ce du travail illégal? Oui. Si on veut vous ennuyer, on peut vous ennuyer parce qu'il y a eu un échange. La bouteille de vin peut être considérée comme une rémunération. Alors je vois qu'il y en a qui ont rigolé, mais oui, on peut être ennuyé. Ça semble totalement absurde, hein, mais il faut bien vous dire que quand on a envie d'embêter le monde, on trouve toujours la solution. Hein. Alors, quelqu'un veut déposer plainte là parce qu'il voit des UDM sur son terrain. Bah, ouais, ouais, il peut, il peut. Le mieux, ce serait peut-être d'aller les virer, mais bon, oui. Hein, et si, à la limite, même si on les voit ramasser quelque chose, on peut déposer plainte pour vol de mobilier archéologique. Enfin bon. Hein. Alors, j'ai trouvé un artefact de l'âge du bronze contenant des pointes de flèches. Je n'ai pas retiré d'emplacement. Bah, si, Johnny Morera, là, si vous aviez un protocole de signer hein, pour retrouver un objet ou pour faire quelque chose, vous êtes donc dans votre droit, donc vous pouvez déclarer la chose, et ce serait même l'idéal au service de la DRAC, hein, ce serait pas mal. Par contre, si vous n'étiez pas dans les clous, c'est-à-dire si vous faisiez de la détection de loisirs, bah, il vaut mieux laisser ça où ça se trouve et puis espérer que personne n'ira l'enlever, quoi. Ou attendre que la détection de loisirs soit reconnue. Ouais, quand on voit les monnaies en 2021 dans l'échange, j'imagine en 2050. Bon, en 2050, il n'y aura plus grand-chose, hein. C'est évident. Vu les progrès faits par l'agriculture, il n'y aura plus grand-chose, tout aurait été broyé ou bien... Et vu la pollution, tout aurait été bouffé par les pluies acides.
Alors, je parcours les questions. Eh ben non, bah non, même avec l'autorisation du propriétaire du champ, on n'a pas le droit de détecter, de faire de la détection de loisirs. Ce que vous pouvez faire, c'est rechercher des objets récents. Beaucoup se posent la question de quoi faire en cas de découverte de trésors. Eh ben ouais, je sais, je sais, je sais, je sais. Et c'est le gros problème. Et c'est le gros problème. Le mieux, c'est de le laisser sur place, en espérant que quelqu'un ne va pas le sortir à votre place et puis le vendre sur eBay, hein. Mais si vous n'étiez pas dans les clous, c'est-à-dire si vous n'aviez pas un motif légal pour détecter et que vous allez déclarer un truc, euh, vous risquez d'être ennuyé, quoi. C'est d'une grande stupidité, hein. Mais c'est comme ça. Il y a eu le cas d'un gars en Loire-Atlantique qui avait déclaré une malheureuse figure carolingienne, il s'est retrouvé au tribunal, hein. Il l'avait pourtant déclaré. La DRAC a déposé plainte. Il faisait de la détection de loisirs. Pourquoi la France ne veut pas faire un Trésor comme en Angleterre? Ben si, nous on veut, hein, mais c'est eux qui ne veulent pas. Alors si le champ nous appartient, bah, vous êtes chez vous déjà, bah, vous ne pouvez pas vous faire une propre autorisation, ça semble un petit peu stupide, quoi. Hein, mais vous n'avez pas de preuves sur vous que vous êtes bien en train de rechercher un bijou ou en train de dépolluer, puisque vous êtes chez vous. Vous n'allez pas vous autoriser vous-même à dépolluer. Donc s'ils veulent vous chercher des poux dans la tête, bah, ils diront que vous faisiez de la détection de loisirs, quoi. C'est le problème. À la limite, il vaut mieux être sur le terrain d'un autre qui vous a demandé quelque chose, quoi. Ah, c'est fou, un geste de l'agriculteur pour nous remercier. Ben ouais, mais comme je disais, Alexandre, comme je disais, quand on veut ennuyer quelqu'un, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Ben là, c'est pareil, hein. Pardon. Si les gens veulent vous ennuyer parce que vous détectez, et il faut bien se dire qu'il y a des gens qui sont véritablement fanatisés par la détection, et fanatisés dans le mauvais sens. Ils veulent vraiment... vous regardez, tiens, sur Twitter, il y a un type, son slogan, c'est je mange un détectoriste tous les matins. C'est pour dire. Comment voulez-vous discuter avec des gens qui arborent un tel slogan? Oui, en France, c'est compliqué, effectivement. Bonjour, un journal veut nous faire une interview. Ah, moi, je suis preneur pour tous les interviews. Il n'y a pas de problème. J'en ai déjà donné quelques-unes. Alors, si un journal veut faire une interview sur l'ADN, il n'y a pas de souci, contacte la FFDM. Sur votre site spécial adhérent, mais il faut être adhérent. Bah oui, ça c'est sûr qu'il faut être adhérent. Peut-être déclarer ce que tu as trouvé par hasard sans détecteur de métaux. Ouais, je sais. Il y a des gens qui déclarent en me disant qu'ils n'étaient pas en train de détecter. Ouais, du coup, on ne peut pas les ennuyer, c'est vrai, hein. Mais bon, faut reconnaître que, un, c'est pas honnête, et puis deux, c'est stupide de devoir en arriver là, quoi. Alors, une ville classée historique, on ne peut pas détecter, mais on peut construire des immeubles en détruisant... nanana. Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a que 10% des terrains qui vont être artificialisés qui voient passer un archéologue, hein, sur lesquels il y a un diagnostic. Que 10%. Et sur ces 10% de diagnostic, il n'y en a encore même pas 10% qui sont suivis de fouilles, hein. Alors, c'est pour vous dire. À vouloir faire bien, on est puni, c'est quand même dingue. Et ben ouais, mais pour eux, à partir du moment où vous sortez votre détecteur, vous faites pas bien. Donc, une avancée avec un changement de gouvernement. Ce sera pas, je pense pas que ce sera avec un changement de gouvernement. Parce que bah, faut bien se dire que dans les ministères, malheureusement, c'est pas les ministres qui commandent, hein, c'est les conseillers techniques. Et les ministres, ben, ils ne savent pas forcément, ce qui est logique, hein, parce que tantôt le type ou la femme elle est ministre du Travail, le coup d'après elle est ministre de la Culture, elle ne peut pas tout connaître.
Donc, ce sont les conseillers techniques, et si les conseillers techniques sont anti-UDN, eh ben, ils resteront anti-UDN. Les pièces de monnaie sont-ils du mobilier archéologique? Eh ben oui, les pièces de monnaie, c'est du mobilier archéologique. Même une boucle cassée, pour eux, c'est du mobilier archéologique. Mobilier, c'est le contraire d'immobilier. C'est un truc qui bouge, qu'on peut ramasser, qu'on peut détacher. Donc une pièce de monnaie, bah, c'est comme le reste, c'est du mobilier. Alors, je suis certain que tous les UDM français réunis, nous avons une connaissance de lieux non répertoriés qui feraient travailler l'archéologie française pour des années. Mais c'est bien évident, ça. Seulement, il se trouve que, d'après ce que je disais récemment, les archéologues français ont assez de choses à étudier devant eux déjà pour des années. Donc peut-être bien qu'ils ne sont pas trop tentés de recevoir toutes nos déclarations et tous les nouveaux sites, parce que il va falloir les fouiller ou les bloquer. Peut-être bien qu'il y a un problème de personnel aussi, un problème de temps, un problème de... Voilà. Hein, parce qu'il faut bien se dire que si jamais on légalisait, si jamais on pouvait faire des déclarations comme ça se fait dans certains pays, tout ça, ça nécessite du travail pour eux. Et à mon avis, d'ailleurs, je discutais encore récemment avec un ancien archéo, il me disait qu'ils étaient overbookés comme c'était pas possible. Alors, bon. Enfin, certains, parce qu'il y en a, ils passent plus de temps sur Twitter et sur les forats à descendre de l'UDM, manifestement, qu'à faire des fouilles. Mais bon, c'est une minorité. Alors, je vais repasser un petit peu sur mon programme. Je voulais vous parler de quoi? Ah, je voulais parler de ce qu'on a en cours. Alors, je vais revenir sur ce qu'on a en cours. Alors, ce qu'on a en cours, on a toujours l'abrogation de la circulaire DACG de 2017, parce que c'est pas parce que notre question prioritaire de constitutionnalité n'a pas été transmise que la circulaire est devenue légale. Non, la circulaire pour nous, elle est toujours illégale, et on attend toujours le résultat. Alors, le Conseil d'État a dû tirer l'oreille du ministère de la Justice pour avoir son mémoire, c'est-à-dire sa réaction à notre demande. Le ministère de la Justice a même été mis en demeure par le Conseil d'État de nous répondre. Ils nous ont répondu le 23 août, le ministère de la Justice. Ils nous ont envoyé un mémoire en défense, parce qu'ils se défendaient de ce qu'on avait dit. Et là, nos avocats sont en train de travailler donc sur un mémoire en réponse à ce fameux mémoire en défense. Grâce aussi au refus de transmission de la QPC, on a récupéré pas mal d'arguments, parce que le ministre s'est avancé. Pour justifier qu'il ne transmettait pas la QPC, le ministre s'est avancé, et il nous a donné des éléments pour la circulaire. C'est pas mal du tout. Donc, on a cette circulaire, c'est vraiment la chose la plus importante, parce que si on arrive à faire sauter la circulaire, ça voudra dire qu'on reviendra aux dispositions de la loi 89-900. Ça veut dire que la détection de loisirs sera de nouveau autorisée, parce que la détection de loisirs était autorisée par la loi 89-900, qui a été adoptée parce qu'elle laissait, c'est textuellement marqué, parce qu'elle laissait une place à la détection de loisirs. Donc si la circulaire saute, on pourra de nouveau faire de la détection de loisirs. Ce qui veut donc dire qu'on pourra déclarer. Parce que le but, c'est de déclarer, c'est pas de détecter. C'est de détecter et de pouvoir déclarer ce qu'on a trouvé, sinon ça ne sert à rien. Donc ça, c'est un gros truc. On pense et on espère qu'on aura la réponse pour la circulaire avant la fin de l'année. Alors, elle peut être abrogée, c'est-à-dire que manifestement, elle est tout faux et puis il arrange. On n'y croit pas trop. Et elle peut être amendée, c'est-à-dire qu'ils peuvent enlever certains passages de cette circulaire. On verra bien ce que ça va donner. Mais on a quand même des raisons d'être optimiste quant à la circulaire. Ensuite, au niveau des actions en cours, on a la Somme, on a le nouvel arrêté de la Somme. On a déposé une requête en excès de pouvoir devant le tribunal administratif d'Amiens.
contre la préfecture de la Somme, qui a pris un nouvel arrêté. Alors certes, le nouvel arrêté a été pris parce qu'on a réussi à faire supprimer, ils l'ont enlevé, mais c'est parce qu'on est intervenu, supprimer l'ancien, qui datait de 1997. Alors avec l'ancien, on ne pouvait pas détecter du tout. Là, aujourd'hui, le nouvel arrêté autorise dans la Somme de détecter sur les terrains non nus et clôturés. En imaginant un terrain non nu et clôturé, c'est une pâture. Parce qu'elle est non nue puisqu'elle est plantée d'herbe, elle est clôturée parce qu'elle est clôture. Pour nos avocats, cet arrêté-là, il est tout aussi illégal que le précédent. Déjà, il interdit la détection de métaux sur le domaine maritime, il n'y a pas de raison. Pas de raison. À partir du moment où ce n'est pas un site. Donc on peut utiliser un détecteur de métal pour chercher un bijou perdu sur le domaine maritime sans être en infraction. Et bien chez eux aussi, parce que c'est interdit. Dans la Somme, je parle de la Somme. Après, là aussi, il y a une incohérence. Ils prétendent que la Somme est interdite parce qu'il reste des obus, des engins guerriers, tout ce qu'on veut. Mais ils autorisent les terrains non nus et clôturés. Je sais pas, mais dans une pâture non nue et clôturée, il peut y avoir autant de dangers que dans un champ nu et pas clôturé. Donc il y a vraiment une incohérence dans leur arrêté. Puis il y a quantité d'autres, on va dire, motifs plus administratifs que nos conseils ont trouvé. Donc pour l'instant, on a une requête en excès de pouvoir de déposer au tribunal d'Amiens, pour ça, pour la Somme. On a fait aussi, au mois d'août, le 20 août, on a déposé une demande d'abrogation de l'arrêté de la Meuse, qui date de 2010. Donc c'est comme d'hab, étant donné qu'il a plus de 2 ans, la solution c'est de demander l'abrogation à la personne, donc au préfet qui l'a pris. Et s'il ne répond pas, ou s'il répond par la négative, on va devant le tribunal administratif pour une requête en excès de pouvoir. Là, le préfet de la Meuse doit nous répondre avant le 20 octobre. Si pour le 20 octobre on n'a pas eu de réponse, on saisira là aussi le tribunal administratif de Nancy. Ce qui est prévu d'autre, ça dépendra de la réponse du Conseil d'État pour la circulaire. Et aussi des nouveaux textes qui seront pondus suite au changement de cette circulaire ou à l'abrogation de la circulaire. Bon, il est bien évident que si les textes ne vont pas dans le sens d'une reconnaissance de la détection de loisirs et d'une possibilité de déclarer, en gros un modèle flamand, un modèle danois, néerlandais, ou celui du Royaume-Uni, mais bon, ils ne font plus partie de l'Europe, le même de toute façon. On ira au niveau européen. On ira au niveau européen, je le disais tout à l'heure, on peut saisir 2 instances différentes au niveau européen. On peut saisir le Conseil européen des droits de l'homme, parce que le fameux article 541.4 du Code du patrimoine est contraire pour nous au droit de propriété. Alors c'est celui qui dit que ce qui est trouvé dans un terrain qui a été muté, qui a changé de propriétaire après juillet 2016, appartient à l'État. Donc pour nous, ça c'est contraire au droit de propriété. Donc on ira devant la CEDH pour ça. D'après les avocats, on peut aussi aller devant la CEDH parce que les peines prévues en cas de vente d'un bien immobilier, bien archéologique immobilier, ne respectent pas la légalité des délits et des peines. Alors en gros, c'est parce que pour eux, un bien archéologique immobilier, c'est n'importe quoi. Mobilier, pardon. C'est n'importe quoi. Ça peut être une monnaie, ça peut être n'importe quoi. Un bien... voilà. Donc le type qui vend un truc, je sais pas moi, qui vend une monnaie, on peut l'attaquer en disant qu'il a vendu un bien archéologique mobilier. Alors que la définition précise du bien archéologique mobilier, elle n'existe pas. Donc pour ça, on peut aller devant la CEDH. C'était un petit peu compliqué, je sais bien, mais c'est comme ça et c'est du boulot d'avocat. Après, on peut aller aussi devant la Commission européenne. La Commission européenne, c'est l'instance qui est chargée de faire respecter les traités de l'Union européenne. Parce que l'article 542.1, celui qu'on connaît tous, il est contraire aux dispositions des articles 34 à 36 du traité de fonctionnement de l'Union européenne.
Hein. Pourquoi il est contraire? Ben parce que le fait d'assujettir l'usage d'un détecteur de métal à l'obtention d'une autorisation préfectorale, c'est de nature à limiter les ventes de détecteurs de métaux. Donc c'est contraire au fameux article 34 à 36. Il faut savoir que c'est sur cette base-là que la Suède, il y a quelques années, a réussi à faire revoir sa loi sur la détection de métaux. Il faut savoir aussi que la Commission européenne a déjà été saisie de ce non-respect des articles 34 à 36. Hein, c'était il y a quelques années, c'était en 2014, et ça n'a pas marché. Hein, on n'a pas eu gain de cause. Mais depuis 2014, il y a eu la loi de 2016 et la circulaire. Donc aujourd'hui, on a beaucoup plus de chances de réussir à faire admettre que l'article 542.1 est contraire aux dispositions du traité de fonctionnement européen. Donc on peut faire ça aussi. Donc il y a du pain, il y a vraiment du pain sur la planche. On est encore combien là? 134, c'est bien ça. Les questions. L'État français a le droit de vendre des trésors patrimoniaux aux enchères, partie. Bah ouais, mais c'est l'État. C'est l'État. Bah, ce serait bien si on était 120 000 à être fédérés. Ah bah ça, c'est bien évident. Hein. Mais bon. Déjà 2350, c'est peu, c'est bien à la fois. Il ne faut pas oublier que l'ancienne Fédé, au moment où ça allait mieux, ils étaient 200. Hein. Circulaire, il ne faudrait pas qu'elle soit amendée pour être encore plus restrictive. Ben non, elle ne peut pas être plus restrictive, parce que déjà là, elle est complètement à côté des directives européennes, alors elle ne peut pas être plus restrictive que ça, quoi. Ils ne peuvent pas utiliser, ils ne peuvent pas interdire l'usage du détecteur de métaux, par exemple, pour rechercher un objet qui a été perdu. Ils ne peuvent pas interdire ça. C'est exactement comme s'ils interdisaient, je ne sais pas moi, une pelle pour ramasser du sable. Les politiques sont contre la détection de métaux. Ben, le problème, c'est que jusqu'à il y a quelques années, les UDM n'étaient pas du tout représentés et les UDM n'avaient pas de voix. C'est-à-dire qu'on entendait parler qui? On entendait parler les archéologues et surtout les archéologues anti-détection. Donc ces gens-là ont réussi à faire rentrer dans la tête de nos élus qu'on était tous des pilleurs, que la détection de métaux c'était un véritable problème pour la protection du patrimoine. Ben, les élus, ils ne sont pas archéologues non plus, hein. On leur a dit ça. Alors le peu que ce soit un mec qui a bac plus 12 qui leur a dit ça, pour eux c'est vrai. Donc c'est à nous de rétablir la vérité. Pas de dire que qu'il n'y a pas de pilleurs parmi les UDM, il y en a probablement. Comme il y a des alcooliques parmi les conducteurs, c'est sûr. Mais les UDM ne sont pas par définition des pilleurs, comme c'est écrit dans la fameuse circulaire. Parce qu'il est marqué ça dans la fameuse circulaire. On n'a pas noyauté beaucoup de monde. Bah ouais, ça c'est sûr, hein, depuis 2007. À quand une abrogation pour le département de l'Aisne? Eh ben, le département de l'Aisne n'est pas interdit à la détection. Dans le département de l'Aisne, la réglementation nationale s'applique, hein, c'est-à-dire qu'on peut utiliser son détecteur de métal, je l'ai déjà dit tout à l'heure, pour faire des recherches de pièces agricoles, de bijoux, de ce qu'on veut, des objets récents. On peut faire de la dépollution dans le département de l'Aisne aussi, sauf dans un certain nombre de communes qui ont été traversées par la ligne de front. Alors, de tête, je pense qu'il y a 94 communes qui sont interdites à la détection dans l'Aisne. Mais mis à part ça, c'est la réglementation nationale qui s'applique dans l'Aisne. Par contre, dans l'Oise, c'est encore totalement interdit. On est en train de se pencher sur le problème. Une mairie peut-elle interdire la détection? Oui, bah oui, le maire est responsable on va dire, de la sécurité publique, il est responsable de la tranquillité sur sa commune, donc le maire peut interdire la détection sur une place. Après, on peut toujours contester son arrêté devant un tribunal administratif, hein, parce qu'un arrêté, bon, il ne peut pas être général. Hein.
Mais bon, là, si c'est que la plage, le maire peut interdire. Ouais. Après, bon, on peut le contester, il peut aussi ne pas être légal parce qu'il n'a pas été pris dans les formes. On peut toujours, un arrêté, on peut toujours le contester. Le problème, c'est que contester un arrêté, c'est 3000 minimum, si tu vois bien. Conseil européen des droits de l'homme, bah oui, on l'a dit, on a plusieurs raisons d'y aller. Bah non, le maire n'a pas le pouvoir d'autoriser la détection. Il peut interdire la détection, mais il ne peut pas autoriser la détection, puisque le maire ne peut pas autoriser à faire quelque chose qui n'est pas autorisé par les lois du pays. Donc le maire ne peut pas autoriser la détection de loisirs. Par contre, le maire peut autoriser effectivement et même demander à ce que vous dépolluez une parcelle, un champ. Le maire peut vous demander de dépolluer un truc, mais il ne peut pas vous demander de faire de la détection de loisirs, ni vous donner l'autorisation de faire de la détection de loisirs, puisque la détection de loisirs, pour l'instant, n'est pas reconnue. Donc le maire peut vous demander de dépolluer, peut vous demander de rechercher des objets. Oui, le maire peut le faire. Sur les parties communales. Hein. Alors, il ne peut pas avoir une journée de sensibilisation avec les DRAC dans chaque département pour la conduite à tenir en cas de découverte. Bah oui, mais enfin les DRAC, ils vont vous dire que la détection de métaux n'est pas autorisée. Donc voilà, quoi. Il y a bien des gens qui ont fait des demandes au DRAC, hein. C'est non à chaque fois. Parce qu'en réalité, quand vous faites une demande d'autorisation préfectorale, c'est la DRAC qui répond. Enfin, c'est le SRA qui répond. Peut-on considérer aujourd'hui... alors, peut-on considérer aujourd'hui n'importe quel... Eh bien, évidemment. Évidemment. Si vous détenez des monnaies royales trouvées en détection et que vous ne les avez pas signalées, déclarées pour une raison ou une autre, hein, ben la raison c'est que si vous n'étiez pas dans les clous pour détecter, si vous déclarez, vous retrouvez... voilà. Vous pouvez effectivement être poursuivi pour recel de biens archéologiques immobiliers, effectivement. Tout comme le directeur du musée qui accepterait des biens qui ont été trouvés au détecteur de métaux, lui aussi pourrait être poursuivi pour recel de biens immobiliers archéologiques. Parce qu'ils doivent s'assurer de la provenance légale de ce qu'ils entrent dans le musée. Alors, une idée sur les délais pour avoir un résultat à saisie de l'Europe? Bah non, aucune, parce que la justice c'est hyper long, donc voilà quoi. Je pense que c'est quand même plus rapide que la justice française. Comment prendre la carte n'arrive pas à adhérer? Bah voyons, il suffit d'aller sur notre site ffdm.website et puis bah, vous allez pouvoir adhérer. Nicolas Marchand là. Eh ben voilà, quelqu'un nous a mis comment adhérer, c'est parfait. Il y a aussi des pilleurs parmi les archéos, mais là on ferme les yeux. Bah ouais, puis il doit y avoir des pilleurs parmi les maçons, parmi les routiers, je sais pas moi, parmi les instits. Mais il y a des pilleurs partout, hein, mais pas forcément chez les UDM, quoi, ni chez les archéos d'ailleurs. Hein, vous savez, quel que soit le domaine, vous avez des gens qui ne respectent pas les règles. Hein, donc il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de pilleurs chez les archéos, comme il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de pilleurs chez les UDM, ni chez les chauffeurs routiers. C'est pas non plus là une question de métier, quoi. Après, on va me dire, ouais, mais ils ont beaucoup plus de chances de trouver quelque chose. Oui, c'est vrai. Enfin bon, ces gens-là sont des passionnés aussi. Et puis, non, moi je pense pas qu'il y ait plus de pilleurs là qu'ailleurs.
Alors, une pelle, un champ, un drac. Bah, si vous n'avez pas de détecteur, ils vont pas pouvoir prouver que vous faites de la détection de métaux. Donc, vous pouvez vous promener avec une pelle, hein, si vous êtes en train, je sais pas moi, de ramasser de la terre ou je ne sais quoi. Peut-on détecter dans le Gard? Bah, dans le Gard, c'est comme ailleurs, la réglementation française s'applique, la détection de métaux n'est pas autorisée. Donc, on peut utiliser son détecteur de métal, mais pas à des fins de détection de loisirs. Détection sous-marine est-elle soumise à la même loi? Ben évidemment. Tout comme la pêche à l'aimant d'ailleurs. Tout comme la pêche à l'aimant, c'est la même loi, c'est l'article 542.1. En plus, pour la pêche à l'aimant, en vertu de l'arrêt Colbert, eh ben, tout ce qui se trouve dans les cours d'eau, ben, ça appartient à l'État. Donc voilà. Ah, trop de groupes font de la mauvaise pub pour la FFDM sans argument. Bah, vous savez, des groupes qui font de la mauvaise pub contre la FFDM, il y en a quelques-uns, ouais. Il y a BBR, il y a NHR. Voilà. Bon, c'est sans commentaire, quoi. C'est sans commentaire, ils font ce qu'ils veulent, hein. C'est peut-être des gens qui n'ont pas du tout envie que la détection de métaux de loisirs soit légalisée. Parce qu'il faut bien se dire qu'il y a des gens que ça arrange cette situation. Pourquoi ça les arrange? Bah parce qu'ils connaissent les archéos, et ça leur permet de détecter peinard. Ils donnent ce qu'ils ont trouvé à l'archéo ferme les yeux. Voilà, ça a toujours existé. Et ces gens-là, ben, grâce à ça, se sentent très bien. Ils n'ont pas envie que tout le monde puisse détecter pour aller sur leur spot, hein. Non, 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 non. Puis ça leur donne aussi, je ne dirai pas de nom, mais ça leur donne aussi un petit privilège. Il y a des petits rois grâce à ça, parce qu'ils savent qu'eux peuvent détecter. Donc voilà. Tout le monde ne veut pas que la détection, même parmi les IDM, ne veut pas que la détection de loisirs soit légalisée, hein. Bon, NHR, c'est le groupe où il y a le monsieur qui a fait le reportage sur TF1, le monsieur qui sort des pointes de flèche de ses poches-là. Les adhésions 2022, bon, 1er novembre a priori. Non, il n'y a pas d'autres fédérations, non. Il n'y a pas d'autres fédérations. Il y avait une ancienne fédération, la FLUDEM, mais ils doivent être une dizaine en tout et pour tout. Il reste la page Facebook, et ça n'existe quasiment plus. Il y avait la FEP, qui existe officiellement encore aussi, mais on n'en entend plus du tout parler, donc ils doivent être peu. Euh, il y a le OPR, mais bon, le OPR c'est pareil, c'est un peu particulier. Ils sont peu aussi, et puis leur truc c'est de faire des formations. Alors moi je comprends pas trop comment on peut former pour un truc qui est illégal, mais bon. Bon. Après, l'histoire des formations, c'est pas bête du tout, hein. Mais il faut déjà réussir à faire légaliser, et ensuite, pourquoi pas faire des formations. Euh, mais là, je pense qu'ils mettent un petit peu la charrue avant les bœufs, mais bon, c'est chacun son truc, quoi. Sinon, l'idée des formations n'est pas mauvaise du tout, hein. Mais déjà, on légalise, puis après, les gens qui ont besoin d'être formés, bon, on les formera, pourquoi pas. Alors, à quand des actions télévisées pour défendre notre cause? Ben, a priori, il risque d'avoir une émission, ça doit s'appeler reportage, il risque d'avoir un reportage où on va parler de la détection de métaux. J'ai été contacté par un journaliste, a priori, il fait quelque chose. Alors j'espère qu'on ne va pas avoir le même genre de truc que sur TF1. On espère tous qu'un texte pur et dur tombera, seulement bon, on se bat pour ça, on se bat pour ça.
bah, pour les deux groupes qui aiment pas la FFDM, bah ouais, c'est leur droit, hein, de toute façon. C'est dommage, parce que bon, on se bat pour tout le monde, pour eux aussi, mais eux ne veulent peut-être pas que la détection soit légalisée. Alors, rien à voir, quoique. Le reportage sur le Détective par France 2 des nouvelles. Non, 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 aucune nouvelle. Aucune nouvelle. C'est dommage parce qu'ils ont fait a priori, la journaliste m'avait dit qu'il serait allé voir Michael Lewis, là, le responsable du Portable Antiquities Game, là. Donc ça pouvait être intéressant, quoi. Ah, marre de détecter avec la boule au ventre. Bah ouais, bah non, il suffit de faire de la dépollution ou de rechercher un objet normal. Il ne faut pas faire de détection de loisirs, c'est tout. C'est interdit, ça. Alors, je suis dans le Gard, je détecte avec autorisation du propriétaire écrite pour rechercher des objets. Si vous recherchez un objet que l'agriculteur, récent l'objet, et que l'agriculteur a perdu, non, il n'y a, pas- il y a pas de souci, quoi. Mais attention, il ne faut pas que vous soyez payé non plus. Et si vous trouvez un truc intéressant, l'histoire ou la préhistoire, ou l'archéologie, pardon, il faut le déclarer. À partir du moment où vous êtes en train de détecter de manière légale, c'est-à-dire que vous recherchez un objet récent, si vous trouvez un dépôt, il n'y a pas de souci, il faut le déclarer. Il faut le déclarer. Bon, alors je vous rappelle que lorsqu'on localise un dépôt, on ne le déterre pas. Lorsqu'on voit ce que c'est, on rebouche. Parce que les archéos, ils vont venir, ils vont faire leur boulot d'archéo, et ils vont déterrer ça correctement, en étudiant ceci, cela. J'en sais rien, je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas archéo. Mais donc, on ne sort pas le dépôt pour dire j'ai trouvé ça. Non, on laisse, on signale. Mais ça, c'est si on avait une autorisation de détecter. A-t-on le droit de chercher des météorites ou de l'or? Bah oui, vous n'êtes pas en train de détecter à des fins de recherche historique, archéologique, donc vous n'avez pas besoin d'autorisation préfectorale. Seulement, allez prouver que vous cherchez des météorites ou de l'or. Eux vont chercher, hein, le procureur, grâce à la fameuse circulaire, peut faire une enquête, si vous êtes vu en train de chercher des météorites par exemple, il peut faire une enquête, procureur, article 40 du Code de procédure, il peut faire une enquête, point, pour voir si vous cherchiez bien des météorites. Donc, tout simplement, il peut vous envoyer les gendarmes chez vous, hein, ils vont vous demander votre accord, ça s'appelle un assentiment express, et ils vont vous demander votre accord pour perquisitionner. Et si vous avez autre chose, c'est que vous ne cherchez pas de météorites, tout faux. Bon, alors après, vous pouvez me dire, ouais, mais je ne vais pas donner mon accord. C'est pas gênant, hein, parce qu'ils vont faire le pied de grue devant la porte, ils vont appeler le tribunal, et ils vont avoir un papier qui leur permettra d'entrer sans votre accord. Parce que, de fait, si vous refusez, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Donc voilà. Alors, bonjour, dans la Somme, c'est totalement interdit ou pas, sauf pour chercher. Dans la Somme, on l'a dit tout à l'heure, depuis le nouvel arrêté, c'est autorisé sur les pâtures, les terrains clos et puis non nus. Voilà, tout à fait, Charlie-François, c'est ça. Alors, avoir des représentants sur la base du volontariat sur la base du volontariat de la FFDM dans chaque département. Non, la FFDM est centralisée, on est peu. L'idée, c'est justement que des associations se créent. C'est comme ça qu'avaient procédé les Anglais, hein. C'est que des associations se créent dans chaque département et se fédèrent à la FFDM. Ce sont les associations qui représentent les associations fédérées qui représentent la FFDM dans les départements. Ça, ce serait très très bien. Pour l'instant, on a 7 ou 8 associations qui sont fédérées, mais c'est beaucoup trop peu. Il faut que les gens créent des associations et qu'ils se fédèrent. Ce sera les antennes FFDM dans les départements ou les régions. Ça, ce serait une bonne chose. Waouh, il est 20h21. J'avais dit 20h. On est largement en retard, comme d'habitude. Et c'est ce que j'avais dit, il y a encore 117 personnes en ligne. Bon, on va arrêter les frais, hein, parce que ça fait 1h20, 1h21. Il va encore y avoir des gens qui ont trouvé qu'on a été trop long.
Pourquoi pas faire comme les chasseurs? Allez, je réponds à celle-là et on arrête. Pourquoi pas faire comme les chasseurs une manifestation, un rassemblement? Eh ben, le problème, c'est qu'il n'y aurait personne. Hein. Si c'est pour faire un rassemblement où on va être 20, on va passer pour des pleu-pleu, ça ne servira à rien parce que les gens, quand il s'agit de... Voilà. Il n'y a pas très longtemps, sur la page, on a cherché 3 UDM pour se faire filmer sur la plage, hein, des journalistes qui voulaient montrer des UDM en train de détecter, avec autorisation de la mairie sur la plage. Ben, figurez-vous qu'on n'a eu personne. On doit médiatiser, il n'y a pas de souci, on doit se faire connaître. Mais les UDM, quand on leur demande s'ils veulent être filmés, ah non, il n'y a personne. Un problème, quoi. Alors là, une manifestation, c'est pareil, on pourrait organiser une manifestation. Avec Facebook, c'est très facile. Pour avoir combien de monde? Vous imaginez, on organise une manifestation, 50 UDM qui se déplacent à Paris, en face, ils sont contents. Donc non, c'est pas l'idée. Si on était sûr que les gens vont se mobiliser, oui, mais les UDM ont peur de se montrer. C'est ça le souci. Les UDM ont peur de se montrer. Alors, comme les UDM ont peur de se montrer, pas de journalistes, pas de manifestation. Voilà. Alors, 1 million de chasseurs. Bah oui, 1 million de chasseurs. Bah oui. Seulement, les chasseurs sont très bien vus. Bon, je vous remercie à tous. Hein. Il y a encore 113 personnes. 1h23. Merci pour vos questions, merci pour votre soutien. Je ne sais pas quand on fera un live, hein, mais on vous tient au courant, comme d'habitude. Et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. La page est faite pour ça. Les MP sont faits pour ça. Et on essaie de vous renseigner. Et si vous connaissez des médias qui ont envie de faire un reportage sur la détection, eh ben, vous les mettez en contact avec la FFDM, on leur répondra. Voilà. Allez, je ferme la télé. Bonsoir à tous.